fungus. But for whatever reason, there are a small group of children who are partially immune. They have the fungus, they have the infection, they have the hunger to eat human flesh, but they still have normal intelligence and normal personalities. But they're being treated as lab animals, experimented on, dissected. And the heroine is one of these children who, at the start of the story, has no idea that she's a monster. And it's partly a journey of discovery for her. Ça me permet de faire la transition vers Guillaume, là, ce champignon cordyceps. Alors, sur une autre table ronde, on en a déjà parlé, mais je voudrais que tu réexpliques si c'est possible. Donc, comme disait Mike, ce champignon existe et il s'attaque aux fourmis. Si tu peux nous expliquer ce qu'il fait sur les fourmis, par exemple, et puis peut-être nous dire si est-ce que ça serait possible que ça marche sur les humains avec le cordyceps ou un équivalent s'attaque aux humains. Oui, c'est la grande question de savoir comment un parasite peut modifier le comportement de son hôte. Ceux des parasites capables de modifier le comportement de l'hôte, et si ce comportement passe, autorise une transition vers un autre hôte, parce que souvent les parasites font des cycles à plusieurs hôtes, plusieurs fois dans la nature, effectivement, au cours de l'évolution, on voit ce phénomène se produire. Le parasite dont on parle, effectivement, c'est un cas connu chez une fourmi. Les fourmis n'ont pas pour habitude de monter en haut des brins d'herbe. Eh bien oui, effectivement, le parasite modifie le comportement de la fourmi individuelle, à l'échelle individuelle. La fourmi grimpe en haut du brin d'herbe et se suspend, et il reste ainsi prostré, ce qui augmente la probabilité pour qu'un mouton de la prairie ou qu'un herbivore de la prairie, en broutant l'herbe, absorbe cette fourmi et s'infecte avec le parasite, lequel d'ailleurs ensuite pourra continuer son cycle à travers un mammifère, et puis par la suite un troisième hôte, enfin peu importe. Oui, ces cas sont tout à fait documentés. Pour répondre à la question qui était posée au début, à savoir pourquoi le foisonnement contemporain des zombies, j'ai bien aimé le récit qui a été fait il y a un instant, les récits qui ont été faits. En fait, quelque part, les zombies, ce sont des catalyseurs d'analyse sociale, et de nos jours, on est de plus en plus sensible aux exclus de la société. Et quand on croise des SDF dans la rue, homeless people, quand on croise des sans-domicile, qui n'ont pas de lit, qui sont dans un état médical dégradé, eh bien, finalement, on ne peut pas s'empêcher de penser que la métaphore zombie reflète quelque part les zombies sociaux que sont les personnes déconnectées de la société. Il est clair qu'on n'a pas envie d'aller leur serrer la main. Il est clair qu'on a toujours mieux à faire, on est toujours pressé et on passe devant eux sans même les regarder. Alors certes, ils ne vous attaquent pas, mais finalement, est-ce que c'est aujourd'hui, l'image du zombie, évidemment, repoussante, ne décrit pas soit chez Romero, le dernier Romero, effectivement, les exclus de la société, soit les adolescents dont la longueur, le temps par lequel ils vont accéder finalement à l'autonomie économique ne cesse de s'allonger. Les jeunes aujourd'hui dans nos sociétés occidentales ne sont pas autonomes économiquement avant 25 ans. Donc une espèce d'adolescence économique en quelque sorte qui fait que il ne fait pas bon être adolescent à l'époque d'aujourd'hui. Et puis le temps de vie qui s'allonge. Et ces personnes âgées qui sont décrites dans ce roman, effectivement, ce sont aussi dans un hospice des gens qui sont reclus de la société. Et donc mon impression par rapport à la première question, c'était effectivement ce thème zombie repris pour décrire finalement des gens qui ne sont pas au cœur de l'activité économique. C'est très juste. Alors si je te suis, on serait passé du miroir de la société à une menace épidémique peut-être. C'était la peste quoi, le zombie Romero, c'est la peste. Alors, à autre chose quoi. La crise économique en tant que peste peut-être, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui sont frappés par la crise économique sont exclus de la société et deviennent des zombies sociaux, à l'exception du roman de Daryl, où justement pour la première fois, à ma connaissance, parce que je n'ai pas lu tous les romans ici présents, mais pour la première fois je trouvais le zombie vu de l'intérieur, c'est-à-dire non plus comme quelque chose de repoussant, mais comme
on peut se glisser dans la peau de Stoney Mayhall et puis on vit ce qu'il vit, on vit la façon dont il voit les vivants. Alors je ne sais plus comment ils sont traduits en français, les vivants portent un nom dans le langage des zombies, je ne me souviens plus du nom, enfin peu importe, mais les vivants sont donc regardés de l'intérieur du zombie et le zombie évidemment a une stratégie, ils ont une stratégie, ils se demandent ce qu'ils doivent faire politiquement. Et là, pour le coup, on a une inversion du phénomène dont je viens de parler, où le zombie était toujours l'autre. Et là, cette fois-ci, on est dedans, quoi. C'est le cas chez Darwin, c'est le cas chez Jean, ouais. et c'est le cas aussi chez Mike, Ouais. et même par extension chez Fabien, où ses zombies sont aussi ces personnes âgées. Donc voilà, on a retrouvé le problème. Chez Mike, le personnage principal de petite fille à femme, donc, c'est pas des zombies, c'est des affames. Et sans doute un des personnages les plus émouvants que j'ai lu depuis longtemps. Il y a une scène où elle se rend compte, elle a toujours été élevée au milieu d'humains. Bon, alors elle va dans des cours, mais on la sort de sa cellule, on l'attache pour pas qu'elle bouge, et on lui attache les mains. Et il y a un moment où après un événement, ils sont sortis, ils sont dehors, elle se rend compte qu'elle est, enfin le miroir, elle se rend compte qu'elle est comme la menace en fait, et qu'elle n'est pas humaine en fait. Et il y a une espèce de révélation chez elle très touchante. C'est un personnage très touchant. J'ai oublié son prénom, mais l'enfant à femme. Melanie. Voilà. Melanie. Yeah, it's very much a kind of coming of age story. I guess if I was inspired by any previous novel, it wasn't a zombie novel as such. It was Mary Shelley's Frankenstein, because the monster in Frankenstein is also an innocent. He is a child, and he becomes a monster because his creator, his parent, neglects him and abuses him. I think in the same way, Melanie is monster and innocent. She can't control the hunger. The hunger is the fungus acting through her. But she learns in the course of the novel what she is, what her place in the world is, and ultimately she takes control of her destiny. Je voudrais qu'on parle de religion, c'est une thématique aussi qui revient très souvent. Dans Romero, il n'y a pas d'explication scientifique et je crois qu'à un moment il est dit qu'il n'y a plus de place en enfer, donc les morts reviennent sur Terre. Enfin, c'est une citation peut-être du Nouveau Testament, je ne sais plus. Et c'est thématique. I think in the first movie, it like radiation from a satellite from it makes no sense. So, Okay. like you said, it straddles science fiction and fantasy because it's a scientific explanation that makes no sense. So it might as well be fantasy. Dans quel C'est dans Zombie. Dans Zombie, il y a ok. cette citation pour les morts, quand il n'y a plus de dans place le en deux. enfer, les morts reviennent Voilà. sur Terre. Et il faut voir aussi que Zombie, le scénario, il me semble, a été écrit par Dario Argento, Ouais. italien. Non. Il a fait le montage. Le montage, Ouais. d'accord. Mais parce que on occulte justement dans les années 70, on est sur La Nuit des Morts Vivants de Romero avec ce zombie sociétal, quoi. Et de l'autre côté, quand même, de l'Atlantique, il y a des réalisateurs comme Lucio Fulci qui exploitent la figure du zombie traditionnellement, le zombie chrétien, quoi. C'est-à-dire le zombie, la résurrection des morts. Alors justement, chez Fabien et chez Dari, il y a une notion assez religieuse. Chez toi, Fabien, ton livre s'appelle l'Évangile, quoi, l'Évangile cannibale, et tu n'es pas très tendre avec la religion organisée, quoi. Là aussi, c'est une parodie religieuse avec tout l'esprit millénariste qui est en partie à l'origine de l'essor du genre zombie, c'est-à-dire qu'on se fait peur avec la fin des temps. Et donc là, je pousse la logique jusqu'au bout où ils suivent en se disant, voilà, c'est la fin du monde, il faut repartir sur une nouvelle apocalypse, un nouvel évangile. Sauf qu'évidemment, ça marche pas parce que c'est pris au pied de la lettre. Et ce qui manque, c'est l'interprétation. Et ce qui, à mon avis, dans tout texte, qu'il soit religieux ou pas, est nécessaire. Et comme ils font ça sans vraiment réfléchir, ça donne du grand n'importe quoi meurtrier. Chez Darwin, est-ce qu'on peut dire que Stoney Mayhall est une figure christique? Je ne sais pas s'il est né d'une vierge, mais en tout cas, il a une espèce de parcours comme ça, un peu... No, yeah, there's a hint that there's a virgin birth. You know, he's taken to be sort of a zombie messiah because he's a zombie raised by humans, and so he's the bridge between the two species, and both claim him. C'est Paul Moadim. Although it's Paul Moadim.
And so people keep trying to make him into a Messiah figure. The zombies look to him as a Messiah figure, and the humans, and he also saves the humans. He lays down his own existence to save the humans as well. I was raised as a Baptist, so it's impossible for me to write without inserting a Christ figure into everything I write. So it's a congenital defect.